À Jérusalem, nous sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokartov, on va commencer évidemment ce journal par la situation sécuritaire au sud Liban. Oui, effectivement, Ilana, après avoir adopté, on le sait, au cours des derniers jours, une forme de retenue à la demande des Américains, Tsahal a bombardé hier une vingtaine de cibles du Hezbollah au sud Liban, en particulier au nord du Litani et dans la Beka libanaise. L'armée de l'air israélienne a pilonné et détruit des hangars de munitions et des sites de lancement de roquettes. Il s'agit là d'une réaction de Tsahal au tir de drones explosifs qui ont coûté la vie avant-hier au sergent Idan Fuchs et qui ont blessé 6 autres soldats. Tsahal tente actuellement de trouver une parade à ces drones explosifs qui sont difficilement repérables à cause de leur petite taille. L'armée va initier des changements tactiques qui permettront de limiter au minimum les risques de frappe de ces drones, en particulier contre des hélicoptères israéliens de combat. Et justement, Benyamin Netanyahou s'est exprimé hier devant le haut commandement de Tsahal. Il n'a pas caché les problématiques actuelles. Oui, le Premier ministre a été très clair. Le travail n'est pas encore terminé, a-t-il lancé aux officiers supérieurs de Tsahal. À propos du dossier sud-libanais, M. Netanyahou a parlé de progrès et d'avancées significatives sur le terrain. Nous avons considérablement affaibli le Hezbollah et ses capacités de frappe. Nous avons pris le contrôle d'une zone de sécurité qui doit garantir l'étanchéité de la frontière nord et la sécurité des habitants israéliens des localités frontalières. Il a également affirmé que Tsahal disposait au Sud-Liban d'une liberté d'action garantie par les États-Unis, mais aussi par le gouvernement libanais. Mais le Premier ministre a admis que les deux principales menaces actuellement étaient les roquettes de type 122 mm et surtout les drones offensifs du Hezbollah. Selon M. Netanyahou, le mouvement terroriste chiite ne posséderait pas plus de 10% des capacités militaires dont il disposait avant la guerre. Et puis le président libanais a hier durci le ton en direction du Hezbollah. Oui, pour Joseph Aoun, le mouvement terroriste a trahi le Liban. Il s'agit là de sa part d'une réponse aux propos du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, qui avait accusé hier le gouvernement libanais justement de trahison, de trahir le Liban en négociant avec l'État d'Israël. Et il a rejeté les accusations venant du Hezbollah et tendant à dire qu'un accord de cessez-le-feu avec Israël serait une humiliation. Lorsque vous avez déclenché la guerre il y a 2 mois, vous agissiez au nom du peuple, a demandé le président Aoun en direction du Hezbollah. Les Iraniens ont remis de leur côté hier une proposition de compromis aux Américains. Oui, selon certaines sources, cette proposition pourrait permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, mais elle renverrait à plus tard le règlement du dossier du nucléaire iranien, ce que les Américains ne peuvent accepter. Selon le site du New York Times, le président américain aurait affirmé que la proposition iranienne n'était pas satisfaisante. Hier soir, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que la proposition iranienne était à l'étude, mais que cela ne signifiait pas qu'elle soit acceptable. Elle a indiqué que le président Trump avait réuni son forum sécuritaire pour débattre de cette réponse iranienne. Les lignes rouges du président sont claires, pas seulement pour les Américains, mais aussi pour les Iraniens, a déclaré Caroline Leavitt. Et dans une interview qu'il a accordée à la chaîne Fox News, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a présenté le régime iranien comme particulièrement fragilisé. Oui, dans cette interview, Marco Rubio a considéré qu'en raison de cet affaiblissement, les Iraniens expriment désormais leur volonté de négocier un accord, mais que leur principal objectif, c'est de gagner du temps. Selon Rubio, l'Iran serait actuellement très faible sur le plan économique et militaire, et cela pousserait Téhéran à chercher au plus vite une solution au travers des pourparlers avec les Américains. Et puis le Conseil suprême du régime iranien s'est réuni hier pour débattre d'une possible reprise de la protestation populaire à Téhéran. Oui, selon le site Iran International qui est affilié à l'opposition iranienne, il faut le préciser, les dirigeants du régime actuel considèrent que le chaos économique qui sévit en Iran actuellement, le chômage, l'effondrement du rial iranien, la paralysie de certaines industries risquent de provoquer un vaste mouvement populaire dans les rues de la capitale, un mouvement qui sera difficile de maîtriser. Selon ses estimations, l'économie iranienne ne pourra pas survivre à plus de 6 semaines de blocus américain. Et puis la Cour suprême a tranché autour des recours en Israël déposés en faveur de la formation d'une commission d'enquête d'État sur les massacres du 7 octobre. Oui, les 7 juges de la Cour suprême, conduits par le vice-président de la Cour, le juge Noam Solberg, ont accordé un délai de 2 mois au gouvernement pour expliquer et pour présenter une proposition de commission qui serait consensuelle, commission donc d'enquête d'État sur les massacres du 7 octobre. Selon les juges, il est inacceptable que le gouvernement n'ait pas encore jugé nécessaire de nommer une telle commission. La
La Cour a précisé qu'elle disposait de l'autorité nécessaire pour débattre des recours sur la formation de cette commission d'enquête d'État. Le Conseil d'octobre, qui rassemble, on va dire, des organisations de l'opposition israélienne, a critiqué la décision de la Cour et a affirmé qu'il s'agissait d'une récompense à la violence, à l'incitation et au rejet de toute prise de responsabilité de la part du gouvernement israélien. Merci Daniel, à tout à l'heure sur Radio J. Une page météo pour compléter. Ce premier journal d'information, le temps sera partiellement nuageux à clair. Les températures seront normales pour la saison. Il fera 20 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et à Ashdod, 21 à Haïfa et Natania, 25 à Beersheva et 27 degrés aujourd'hui à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Steve Ohana. Steve, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a besoin d'un peu de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, quels sont les enjeux, on va dire, de la situation. On a parfois le sentiment que les Américains vont reprendre les hostilités, mais d'un autre côté, il semble que Donald Trump veuille maintenir le blocus sur l'Iran parce que c'est celui-là qui est apparemment le plus efficace. Est-ce que vous pouvez nous quantifier, on va dire, l'efficacité de ce blocus ? On parle de 500 millions de pertes de dollars par jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact de ce blocus sur l'économie iranienne ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs niveaux d'impact. Le premier est, comme vous l'avez rappelé, financier. C'est-à-dire que chaque jour, l'Iran ne peut pas exporter le million et demi de barils qu'elle a exporté avant le blocus. Donc, du coup, c'est des pertes, un manque à gagner pour l'Iran et en particulier des devises étrangères qui sont très précieuses pour elle, étant donné sa situation économique et financière déjà très dégradée. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième niveau d'impact, c'est qu'elle ne peut plus importer le diesel dont elle a énormément besoin pour faire fonctionner son économie de façon quotidienne. Donc, sans diesel, on ne peut pas en particulier assurer les transports. On ne peut pas assurer la production d'électricité. L'agriculture et donc la nourriture est impactée. Et donc, vous avez tout un tas de conséquences en chaîne, en cascade, du fait qu'elle ne peut pas importer tout le pétrole raffiné dont elle a besoin. Donc, on va voir l'inflation qui était déjà très élevée devenir encore plus élevée. Les derniers chiffres parlent de 70% d'inflation. On va voir le rial qui était déjà très bas se déprécier encore. On va voir des pénuries de carburant, alimentaires, etc. s'installer. Et on va voir certainement aussi, à un moment donné, des protestations, des contestations. Comme vous l'avez rappelé, c'est ce que le Conseil iranien de sécurité lui-même a dit. On va voir certainement des protestations d'origine à la fois économique et politique commencer à s'installer en Iran. Est-ce que, par exemple, ça se traduit déjà est-ce que, par exemple, il y a la queue dans les stations d'essence à Téhéran ou ailleurs qui prouve que, quelque part, il y a une pénurie et que cette pénurie peut se transformer justement en une colère de la part de la population et commencer à déstabiliser de l'intérieur le régime ? Alors, vous savez, on n'a plus Internet en Iran depuis le début de la guerre. C'est 70 jours, je crois, d'interruption. Donc, très difficile d'avoir des données tangibles, des vidéos ou des témoignages d'Iraniens. Mais il y a quand même quelques petites informations qui sortent. Par exemple, on sait qu'il y a un marché noir d'huile de cuisine qui s'est installé à la frontière turque. Donc, des Iraniens qui passent la frontière turque, achetaient de l'huile de cuisine, des kilos, pour la refaire passer de l'autre côté, du côté iranien, et ensuite la vendre sur le marché noir. Parce que ça sous-entend que déjà on voit les prix de l'huile de cuisine flamber à cause de ce blocus. Donc voilà le type d'information qu'on a, mais on n'a pas plus. On peut juste faire des hypothèses raisonnables.
Quand Il y a un autre on... aspect qui est Oui. très important et dont on parle, dont Trump a parlé et son ministre des Finances, c'est que bientôt les capacités de stockage de l'Iran de pétrole seront épuisées. C'est-à-dire l'Iran va devoir stopper sa production parce qu'elle n'aura plus où stocker son pétrole, puisque ce pétrole ne peut plus aller en mer. Donc, si elle fait ça, il va y avoir des conséquences irréversibles sur sa production à long terme de pétrole. Parce que l'eau va commencer à s'infiltrer dans les réservoirs de pétrole et on pourra extraire que 50%, par exemple, de ce qu'on pourrait extraire avant. Donc ça c'est des conséquences à long terme, des conséquences irréversibles aussi du blocus. Et celles-là, on peut supposer que dans les jours à venir, ça va commencer à se manifester. Et un des signes tangibles de ça, c'est que l'Iran commence à brûler elle-même son pétrole. On voit des régions de l'Iran qui sont extrêmement polluées, où le ciel est devenu noir parce que il déstocke, enfin, il jette son pétrole, si vous voulez, dans l'air. Alors, quand vous nous donnez tous les impacts du blocus américain, la question que l'on se pose, c'est pourquoi finalement on a attendu tant de temps pour le mettre en marche? Pourquoi finalement ça n'a pas été la première arme des Américains au début avant de frapper massivement, comme l'ont fait les Israéliens aussi, le régime, les installations, etc. Je pense que il y a... Vous savez, c'est pas si facile à faire un blocus. Là, on a quand même 3 porte-avions et des dizaines de navires de guerre qui sont postés là. Et en fait, en même temps qu'on fait le blocus, il n'y a pas d'opération aérienne sur l'Iran. Je pense que c'est pas si facile de faire à la fois tout ce qui a été fait pendant disons, les premières semaines de la guerre, les 40 jours de guerre, et le blocus. Et justement, une des raisons du cessez-le-feu de Trump, c'était d'organiser le blocus lui-même, qui est venu après les 40 jours de guerre. Donc je crois que là, l'armada qui est mobilisée est telle qu'il est possible maintenant seulement de faire les deux à la fois. Mais ce n'était pas forcément possible avant. Faut pas imaginer que tout ça est facile. Je pense qu'il y a très très peu d'armées dans le monde qui seraient capables de faire ce que les États-Unis sont en train de faire à l'Iran. Alors, à votre avis, à votre appréciation, est-ce que même si Trump ne parvient pas à faire fléchir les Iraniens dans les négociations, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de reprendre les combats dans une telle situation alors qu'il y a un moyen de pression, un levier de pression qui est aussi solide que celui du blocus? Oui, alors je pense que Trump, comme toujours, hein, c'est quelqu'un qui essaye des choses et qui ensuite voit les résultats de ce qu'il tente. Donc je pense qu'il ne va pas se précipiter pour reprendre les opérations militaires tant qu'il n'a pas vu un peu ce que ça donne, entre guillemets. Et on ne peut voir les impacts qu'après, d'ailleurs vous l'avez vous-même dit, le chiffre de 6 semaines, on va dire 4 semaines. 4 semaines, c'est vraiment, à mon avis, le seuil critique parce que tous ces effets-là s'empilent et il y a des moments de rupture, vous savez. Quand vous avez la pénurie, plus le problème de transport, plus l'hyperinflation, tout ça s'accumule et à un moment donné, il y a une rupture. Et en fait, Trump ne sait pas, personne ne sait exactement à quel moment la rupture va avoir lieu ou si elle va avoir lieu. Je pense qu'il se donne les quelques semaines de diagnostic, on va dire, avant de voir s'il y a besoin de faire quelque chose de plus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Iran enfin, la position du régime iranien est extrêmement fragile. C'est pour ça qu'il est allé en Russie, à Oman. Alors justement, voilà, c'est ce que je voulais. C'était ma prochaine question. Est-ce que les alliés, on va dire traditionnels de l'Iran, ça peut être la Russie, ça peut être la Chine, ont un moyen de voler au secours de l'économie iranienne? Alors je pense pas. Je pense que c'était important plutôt pour l'image
de montrer au reste du monde et à Trump en particulier que l'Iran n'est pas si isolé que ça et a quand même quelques alliés d'importance comme la Russie. Mais ça va pas aller chercher plus loin parce que la Russie est empêtrée déjà fortement dans sa guerre avec l'Ukraine, n'a pas les moyens d'agir. La Chine non plus. La Chine de plus en plus manifeste son mécontentement par rapport à la situation de blocage du détroit d'Ormuz. Donc elle va pas prendre beaucoup de risques. Donc il reste Oman. Oman, je pense que l'intérêt était financier. Il y a des fonds séquestrés là-bas. On parle de 10 milliards. Je pense que l'Iran essaye d'aller les chercher. Mais globalement, sa position diplomatique est extrêmement fragile, et notamment avec ses voisins du Golfe, et notamment les Émirats arabes unis jouaient un rôle extrêmement important avant la guerre pour l'Iran, puisque c'était une courroie de financement du régime iranien, et ce financement-là est probablement en train de se tarir complètement, et il y a presque aucune chance qu'ils reprennent. Si par miracle le régime iranien devait survivre, il y a très très peu de chances que cette courroie de financement survive après la guerre. Alors, la question que l'on se pose, c'est est-ce que finalement, d'une certaine manière, aujourd'hui, pour Israël, le combat n'est pas terminé, même si ce n'est pas Israël qui aujourd'hui mène, on va dire, la confrontation avec l'Iran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce que vous nous avez expliqué, on a vraiment le sentiment qu'il y a, on va dire, des effets extrêmement importants qui peuvent avoir finalement un résultat sur le terrain, de voir peut-être donc jaillir cette protestation populaire que l'on attend d'une certaine manière en Israël, parce que c'est probablement elle qui ferait chuter le régime iranien. Il faut être patient. Oui, tout à fait. En fait, faut pas. Il y a une propagande qui s'est mise en place de la part du régime iranien, mais très bien relayée par l'ensemble des médias occidentaux et même israéliens, qui consiste à dire que l'Iran est très fort, que les impacts sur l'économie mondiale sont encore plus importants et dramatiques que ceux sur l'économie iranienne, que en fait on a échoué. Et Or, que c'est pas ça vrai. ne va mener à rien. Et en particulier, le Parti démocrate aux États-Unis est très actif là-dessus. Il a beaucoup à gagner d'une défaite de Trump et à perdre d'une victoire de Trump. Il veut aussi convaincre tout le monde que ce qu'a fait Obama était optimal. Il y a énormément d'enjeux dans cette histoire. Et il ne faut pas, évidemment, disons, se laisser, entre guillemets, avoir par les arrière-pensées et les objectifs politiques des uns et des autres. Et je pense qu'en réalité, je pense que la stratégie est en train de fonctionner parfaitement et qu'il faut une certaine patience, en effet, qui va avoir aussi du côté mondial des impacts économiques de plus en plus manifestes de la fermeture du détroit d'Ormuz, et qu'il faut, d'une certaine manière, aider à les gérer. On a déjà des pénuries en Asie, on va dans quelques semaines les voir se manifester dans les pays plus avancés. Le prix du pétrole risque de monter davantage, mais en fait, il faut expliquer que tout ça va dans une certaine direction et est bien mené et a des très très bonnes chances d'aboutir in fine à la chute du régime. Eh bien, on va en rester là. On va bien entendu suivre de très près les développements, bien entendu donc sur le plan économique et voir si effectivement ce blocus de l'Iran porte ses fruits et affaiblit considérablement, comme il le faudrait, le régime iranien au point de le faire chuter. Merci beaucoup, Steve Ohana, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de votre éclairage. C'était extrêmement important dans le contexte actuel. Bonne journée. Merci. Steve, à bientôt. Bonne journée. Vers où va-t-on? C'est la question que se pose ce matin le Yediot Aharonot, en particulier à propos du dossier libanais. Pour tenter de répondre à cette question, le Yediot Aharonot publie sur la quasi-totalité de sa première page 2 photos. L'une du front du Sud-Liban, sur laquelle on voit des soldats israéliens progresser derrière un tank. Et la seconde, c'est une photo des enfants de l'école de Shlomi, dans l'extrême nord du pays, à la frontière entre Israël et le Liban, qui tentent de se protéger
protégés durant une alerte. C'est une photo particulièrement effrayante. C'est là encore la réalité des habitants du Nord et des enfants du Nord du pays au quotidien. Et en surtitre, le résumé succinct de cette problématique, comment le cessez-le-feu actuellement au Liban est devenu un véritable problème stratégique pour l'État d'Israël. Le Yediot Aharonot dresse 2 colonnes en première page. L'une se rapporte donc au front sud-libanais, l'autre à la population israélienne du Nord qui vit donc sous tension. Sur le front, le journal parle de la frustration des officiers supérieurs de Tsahal qui ne peuvent pas riposter comme ils le voudraient aux violations du cessez-le-feu incessante du Hezbollah et qui insiste sur la menace des drones offensifs, des drones explosifs qui sont particulièrement dangereux. Et à l'arrière, il y a les commentaires autour de la photo des enfants de Shlomi qui tentent de se protéger comme ils le peuvent. Et une question des parents, pourquoi, alors que la menace est si grande, envoie-t-on nos enfants à l'école dans le Nord? Et d'ailleurs, il faut souligner que les présidents des conseils régionaux du Nord du pays ont décidé tout simplement de fermer les écoles à partir d'aujourd'hui dans les localités frontalières. La manchette du Israël Hayom est aussi consacrée à la situation au Sud-Liban. Le journal consacre sa manchette à cette menace des drones explosifs du Hezbollah, ces drones qui ont coûté la vie au sergent en chef, au sergent Idan Fuchs avant-hier. Le Israël Hayom parle de course contre la montre dans Tsahal pour trouver une réponse qui soit efficace à cette menace. En sous-titre, le Israël Hayom explique que ces drones sont artisanaux mais causent de sérieux dégâts et sont souvent des dégâts qui sont irréparables. Et en page 4 et 5 du journal, le Yediot Aharonot développe ce dossier des drones et cite des experts qui reconnaissent que le temps presse et qu'ils doivent absolument trouver une parade à ces tirs de drones explosifs. Shahar Kleiman, dans le Israël Hayom, lui révèle qu'avant la guerre, le Hezbollah n'avait que 50 drones explosifs, mais que maintenant, grâce à l'aide de l'Iran, en particulier au cours de la dernière année, il en posséderait 2500. Netaber, dans la même page du Israël Hayom, explique que le Hezbollah s'inspire actuellement du modèle des forces ukrainiennes contre l'armée russe. Elisha Ben Kimoun détaille 11 points sur la problématique actuelle du cessez-le-feu au Liban dans le Yediot Aharonot. Parmi ces 11 points, il y a le prix de la coopération intense entre les États-Unis et Israël. Israël doit donc se plier aux exigences américaines de respecter le cessez-le-feu, des exigences qui vont à l'encontre de ses intérêts sécuritaires et qui, par exemple, empêchent l'État d'Israël de cibler Naïm Kassem, le secrétaire général du Hezbollah, ou de frapper même la direction du mouvement terroriste à Beyrouth. Autre point, la guerre d'usure que le Hezbollah mène contre Tsahal à l'aide de ses drones offensifs et explosifs et l'image de protecteur du Sud qu'il veut donner, que le mouvement terroriste veut donner de lui auprès de la population libanaise. Dans sa page d'ouverture ce matin, le Maariv mentionne la réponse iranienne aux menaces américaines. Le site d'information explique que Trump a réuni une cellule de crise d'urgence pour étudier la réponse iranienne qui est arrivée hier après-midi. Une réponse dans le dossier iranien, donc dans cette proposition, un point important. Téhéran pourrait effectivement lever son blocus sur le détroit d'Ormuz, ce qui satisferait les Américains. Et actuellement, les Américains vérifient s'il s'agit véritablement d'un changement d'approche ou bien si c'est une énième manipulation de la part des dirigeants iraniens pour gagner du temps. Le site N12, lui, titre en page d'ouverture « Trump n'est pas satisfait de la réponse iranienne ». Le Israël Hayom publie ce matin une analyse de 2 experts arabes dans le dossier iranien, et ces 2 experts qui sont impliqués dans ce qui s'appelle le projet de prospérité iranien affirment sans équivoque que les Américains ne doivent pas cesser le blocus économique contre l'Iran. C'est la mesure la plus efficace pour parvenir à l'effondrement du régime. Selon eux, la guerre des 2 derniers mois a permis d'aligner toutes les conditions pour un effondrement véritable. L'Iran n'a plus d'économie, elle n'a plus de proxy, mais pour aller jusqu'au bout, il faut que les États-Unis accentuent encore ce blocus, affirme-t-il ce matin dans cet éditorial. Et puis toujours ce matin dans le Israël Hayom, un titre important qui se rapporte cette fois à la bande de Gaza. Selon le journal, il y aurait actuellement au sein de la population gazaoui un soutien massif au désarmement du Hamas. Les Gazaouis considèrent en effet que sans le désarmement du mouvement terroriste, le processus de reconstruction de la bande de Gaza ne débutera pas. Et un commentateur gazaoui a déclaré au Israël Hayom: la population gazaoui est consciente de l'ampleur de la défaite face à Israël. Elle la vit tous les jours, au quotidien donc, et son seul objectif est de savoir comment continuer à vivre, à survivre. Et si l'équation c'est le désarmement pour une reconstruction de la bande de Gaza, alors nous devons prôner ce désarmement.
Le Maariv publie les premiers sondages après la fusion politique entre Naftali Bennett et Yair Lapid et ces premiers sondages peuvent paraître plutôt décevants pour le nouveau tandem politique. Selon un sondage du site Walla, l'union Bennett-Lapid obtiendrait, si les élections avaient lieu aujourd'hui ou hier, 27 mandats, ce qui est moins que le total des deux formations séparées. Mais une consolation, si Naftali Bennett et Yair Lapid parvenaient à séduire Gadi Eisenkot, alors cette union permettrait à ce parti centriste ou de centre-gauche d'obtenir 41 mandats, donc loin devant le Likoud. Selon le sondage de la chaîne 12, l'union Bennett-Lapid, Beyachad, n'obtiendrait que 26 mandats. Et Amit Segal, spécialiste politique de la chaîne N12, affirme que d'ordinaire, ce genre de fusion provoque d'abord un enthousiasme populaire qui par la suite se tasse. Or là, pas véritablement d'enthousiasme de prime abord. Et puis ce matin, dans la page éditoriale du Yediot Ahronoth, Ben-Dror Yemini commente la fusion politique également entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Et pour lui, cette fusion redéfinit les clivages politiques. Gauche et droite, c'est terminé pour Ben-Dror Yemini. Il y a désormais le camp national et le camp des réfractaires dans les deux dossiers à l'ordre du jour de la société israélienne, à savoir l'enrôlement des élèves des yeshivot orthodoxes et le système juridique. La question n'est plus de savoir qui est de gauche ou qui est de droite, mais qui est sioniste et qui ne l'est pas. Quant au professeur Yuval Elbashan, dans la même double page éditoriale du Yediot, il commente le dossier de l'amnistie présidentielle pour Binyamin Netanyahou. Selon lui, il est tout à fait légitime pour le président Herzog d'accorder une amnistie au Premier ministre, surtout si une telle démarche doit apaiser la société israélienne, mais sans que Netanyahou lui-même n'endosse une quelconque responsabilité dans ses actes. Cela n'a aucun sens et il rajoute: les clivages sociaux ne se répareront pas tant que la vérité n'aura pas jailli du tribunal à propos de la culpabilité ou non de Binyamin Netanyahou. Et l'immense majorité des Israéliens ont besoin d'une telle vérité avant de pouvoir continuer à aller de l'avant. Et puis pour terminer ce matin, dans le Yediot Ahronoth, le supplément Mammon du journal enquête sur les revenus des réservistes de Tsahal. Le journal parle de la guerre de survie de ces réservistes indépendants. En particulier, selon une enquête réalisée par le journal, 64% des indépendants qui servent dans la réserve militaire de Tsahal ont fait état d'une baisse sensible de leurs revenus à cause de leur service militaire. Et un témoignage: à chaque fois que nous essayons de remonter notre affaire, on nous appelle en Milouim. Fin de citation. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Alex Greenberg. Alex, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur, éminent chercheur au sein de l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité et que vous êtes officier supérieur des renseignements militaires israéliens et vous êtes expert bien entendu dans le dossier iranien. On va commencer par ce dossier iranien qui nous préoccupe beaucoup d'une manière ou d'une autre et je voudrais avoir votre appréciation à quel jeu joue actuellement Donald Trump. Vous avez-vous le sentiment qu'il peut reprendre d'ici les prochains jours le combat ou qu'il va encore utiliser l'arme économique au maximum en maintenant le blocus sur l'Iran ? Je crois que les deux options sont possibles. Il pourrait reprendre les hostilités, pour ainsi dire, mais il peut aussi continuer à presser l'Iran. Ce qui est clair et ne laisse aucun autre espace pour notre interprétation, c'est que le régime iranien ne sait pas quoi faire. Et le comportement quotidien du régime en est témoin parce qu'ils vraiment ne savent pas quoi faire. D'où vient cette conclusion? Par exemple, le ministère des Affaires étrangères iranienne publie une déclaration. Voilà, on est parti à négocier avec les Américains. Et 2 heures après, les médias officiels effacent cet article de tous les sites d'information iraniens. Il y a, quelqu'un qui soutient Kalibaf et quelqu'un qui s'oppose à Kalibaf. Et c'est parce qu'au sein du régime iranien, il n'y a personne qui puisse s'imposer sur les autres au crochet des autres. C'est impossible parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un plus fort
ou plus charismatique que les autres. Donc, d'un côté, il ne voudrait pas reprendre la guerre parce qu'ils comprennent que cela va les finir. Mais d'autre côté, ils ne peuvent pas se rendre parce que voilà, c'est leur raison d'être. Oui. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il est exact de dire que le régime iranien a déjà changé, qu'on ne peut plus parler par exemple de régime de Mollah, mais plutôt d'un régime conduit aujourd'hui par les gardiens de la Révolution, ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même cas de figure qu'il y a 2 mois? Et je dirais que c'est très triché, c'est un peu triché de le dire comme ça. Oui, c'est le même régime, mais qualitativement, oui, c'est un autre régime. Il ne peut pas faire grand chose et son espace de manœuvre est bien limité, ce qu'on voit. Donc, en tout état de choses, je ne sais pas ce que Donald va décider à faire. C'est clair que c'est les Américains qui fixent les conditions. Et ce sont eux exclusivement. Oui, c'est-à-dire que c'est exact de dire qu'on a le sentiment du côté des Américains qu'on touche le bon bout là du régime, et que en ayant à la fois d'une certaine manière cette pression économique avec le blocus et peut-être en y rajoutant une opération militaire, on va dire de faible durée mais de très forte intensité, on peut finir le régime. Oui, je ne sais pas c'est-à-dire on peut finir le régime, c'est clair, mais je suis pas sûr que cela va aboutir au résultat escompté, c'est-à-dire contre-révolution, changement du régime, le renversement du régime, ça je sais pas, mais on peut le finir, on peut le détruire physiquement. Hein, mais l'économie, peut-être le levier de pression qui va peut-être faire sortir dans la rue, on va dire, l'opposition iranienne, l'opposition populaire iranienne, parce que finalement, lorsque celle-ci n'aura plus rien à perdre et que, effectivement, on va dire, le rial ne vaut plus rien, il n'y a plus d'essence dans les pompes, dans les stations d'essence, alors à ce moment-là, eh bien, on se dit, eh bien, on n'a plus rien à perdre. Oui, c'est ça. C'est par exemple le régime hier a lu quelques rapports de ministères civils qu'en fait la situation devient insupportable, insoutenable, tout ce qu'on ne veut pas. Ils ont peur de ça parce que oui, ils n'ont aucun problème de mitrailler les protestants. Encore une fois, ça n'est pas, oui. Ils n'ont aucun scrupule moral, mais ils comprennent aussi que c'est là aussi un effort qui entraîne toujours un prix. C'est toujours au crochet de quelque chose d'autre, pas moins important que l'oppression, parce qu'on peut pas. C'est ni la Russie ni la Chine. Ils voudraient, mais ils ne peuvent pas. Alors, je voudrais qu'on parle du Hezbollah et peut-être qu'on fasse le lien entre les deux, même si aujourd'hui on essaye de faire un distinguo entre les deux. C'est-à-dire, on a cru en Israël, et les médias israéliens nous ont peut-être d'une certaine manière induits en erreur en nous faisant croire que l'Iran était beaucoup plus forte qu'on ne le pensait, et aujourd'hui, plus on avance, plus on constate que l'Iran, effectivement, comme vous le disiez, est dans une situation complexe et affaiblie. Et de l'autre côté, le Hezbollah aussi, on a l'impression qu'il reste sur le devant de la scène, il continue à tirer des drones, des roquettes, mais en fait, finalement, c'est le chant du cygne aussi du mouvement chiite. Oui, mais dans ces cas-là, ça dépend aussi beaucoup de nos actions, c'est-à-dire Israël doit être déterminé d'en finir avec le Hezbollah coûte que coûte. Parce que, par exemple, l'armée doit manœuvrer plus vite, et ce qu'on ne fait pas assez vite, en craignant des pertes, mais le problème est que si on ne bouge pas assez vite, statique. Donc on souffre, si on est statique, voilà, on souffre encore plus de pertes. Oui. Donc, il y a nos problèmes aussi, il faut ne jamais oublier, c'est que voilà, et je crois qu'il faut discerner une médaille d'or pour la sécurité d'Israël à nos médias, parce qu'ils créent une image fausse d'Israël que les Iraniens avalent. Voilà. Donc, il faut mentionner que pendant la première guerre du Liban, en 82,
l'armée israélienne était beaucoup plus nombreuse et vite qu'aujourd'hui. Et donc la question naïve que je me pose est, est-ce que c'est possible qu'en Israël de 82, pauvre et moins peuplé, il y avait plus d'engagés ou d'appelés qu'en Israël d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas la réponse. La réponse, vous répondez ce n'est à pas cette que les question. Kharedim qui ne font pas leur service militaire. Oui, non, à part ça, comment vous expliquez cette... Parce qu'il y a tout de même aujourd'hui, on dit qu'il y a peut-être 4 ou 5 divisions de l'armée israélienne au sud Liban. C'est presque autant que ce qu'il y avait dans la bande de Gaza au plus fort des combats contre le Hamas. C'est tout de même des forces relativement importantes, non ? C'est important, oui. C'est aussi, il faut dire que quand même Hezbollah, ce n'est pas le combattant de Fatah. C'est un ennemi beaucoup plus aguerri, beaucoup plus dur, et il possède des moyens de combat que le Fatah n'avait pas, comme les drones, etc., etc. Mais quand même, il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, parce que, bon, il faut demander cette question à Ehud Barak, à Bogi Ayalon, tous ceux qui ont inventé la petite armée. En parlant de conception, voilà, la conception d'une armée petite et intelligente. Donc, on est devenu une armée petite, je suis pas sûr que tant intelligente. Bon, elle est devenue plus intelligente maintenant, oui. Malheureusement, grâce aux circonstances tragiques, mais ce n'est pas assez. Est-ce que vous voyez, une dernière question sur le dossier libanais, est-ce que vous voyez le gouvernement libanais décider une fois pour toutes de se libérer du carcan du Hezbollah et aller de l'avant vers une sorte de négociation sérieuse pour au moins un accord de non-belligérance, peut-être pas un accord de paix aujourd'hui, mais un accord de non-belligérance avec Israël qui permettrait peut-être d'apaiser la région ? Je peux être mal entendu, je ne sais pas. Le gouvernement libanais. Le gouvernement libanais. C'est quoi le gouvernement libanais? Voilà, c'est ça la réponse. Le gouvernement libanais n'existe pas. Donc, soit ils ne veulent pas, soit ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent sincèrement, ils ne peuvent pas. Parce qu'imaginez que la moitié de l'armée libanaise qui est chiite vont combattre le Hezbollah. C'est pas. Donc vous êtes pour une poursuite, on va dire d'une certaine manière, même sur le terrain, poursuite de l'opération israélienne, même peut-être même au nord du Litanie pour accentuer la pression sur le Hezbollah. Oui, sauf que voilà, je dirais qu'il faudrait qu'on appelle en chat. C'est pas pressé, juste détruire et anéantir le Hezbollah là où c'est possible. Pas tout n'est pas possible, bien sûr, mais il n'y a aucun autre moyen de nous protéger de missiles et de raquettes de Hezbollah. Tant qu'il existe, ils continueront à le tirer. Eh bien, on va rester sur cette conclusion et sur votre recommandation. Merci beaucoup, Alex Greenberg, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Qualita et bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée. En décidant, voilà une semaine, de prolonger sans date butoir le cessez-le-feu avec l'Iran, tout en accentuant le blocage par la marine américaine de toutes les voies maritimes menant au détroit d'Ormuz, le président Trump n'a pas seulement cherché à gagner du temps, il a redéfini les contours du conflit contre l'Iran en le transformant en guerre économique. Mais c'est là un pari fort risqué qui pourrait tourner au désavantage des États-Unis si Trump commettait la grave erreur de laisser en place ce régime islamiste, même affaibli par près de 40 jours de bombardements tous azimuts. C'est en fait le ministre américain de la guerre, Pete Hegseth, qui a annoncé à la mi-avril, lors d'une conférence de presse donnée au Pentagone, que l'US Navy mettait en place un blocus complet des ports iraniens et la saisine, voire l'arraisonnement des navires perses voulant forcer ce blocus, ou bien circulant dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. En donnant le nom de Economic Fury à cette vaste opération navale, l'administration américaine a voulu faire comprendre qu'elle opérait désormais un switch essentiel dans le conflit avec l'Iran, qu'elle avait appelé depuis le 28 février dernier Epic Fury. En stoppant ainsi l'activité des ports iraniens et en fermant de force le détroit d'Ormuz, par lequel on doit rappeler que transite 20% du pétrole consommé dans le monde, 25% des flux maritimes d'or noir et le 5e du gaz naturel de la planète, les États-Unis ont 2 objectifs principaux. Premièrement, pénaliser gravement l'Iran des mollahs au plan financier en l'empêchant d'exporter, notamment vers la Chine et l'Asie, sa production de pétrole,
principale ressource naturelle du pays. Une ressource devenue indispensable au régime vu l'état catastrophique de marasme dans lequel il se trouve désormais, surtout après 40 jours de bombardements aériens intensifs de ses principales industries militaires. Deuxième objectif, gagner ainsi du temps en réduisant, grâce à la pression de ce blocage économique, la palette des choix diplomatiques envisageables par Téhéran pour sortir de cette crise. Et ce, en escomptant ainsi obliger ses dirigeants à capituler face à l'Amérique. En fait, il faut dire que c'est là une grande nouveauté initiée par Trump, puisque jusqu'à maintenant, c'était toujours l'Iran qui savait comment gagner du temps dans ces interminables concertations diplomatiques avec l'Occident, en roulant dans la farine les dirigeants européens et américains pour les amener à lui faire des concessions. Or, cette stratégie économico-navale du bras de fer en forme de sablier et de forte pression, même face à un Iran affaibli, comporte plusieurs risques. Le premier, c'est que l'Iran pourrait à nouveau se servir de cette situation et des aléas chaotiques des âpres négociations engagées avec l'Amérique au Pakistan, mais sans cesse remises en cause et en question pour refuser de capituler en conservant obstinément le nouveau levier que constitue pour elle pour Téhéran, cette crise de fermeture et ou d'ouverture du détroit d'Ormuz. Et donc, la première erreur qui pourrait empêcher l'Amérique d'obtenir une réouverture apparemment victorieuse, mais seulement provisoire de ce détroit, serait l'absence d'une claire et nette reddition de l'Iran. Car aujourd'hui, le problème central n'est pas que ce pays menace le trafic maritime dans cette importante zone du globe, mais surtout la manière avec laquelle ce régime fait usage de ce chantage comme d'un levier destiné à assurer sa propre survie. Deuxième erreur connexe que devra éviter Trump, même s'il déclare maintenant un peu trop vite d'ailleurs, avoir tout le temps devant lui, le régime iranien qui est passé maître dans l'art de la dissimulation, de la coopération au sens unique et qui est devenu le spécialiste mondial des négociations traînantes en longueur, ne saurait être proclamé, après cette crise, le garant de la stabilité d'une zone maritime si importante pour le monde entier. Troisième point, et c'est là précisément que Washington pourrait faire encore erreur, il serait impensable que ce régime qui a fait d'Ormuz une arme diplomatique puisse survivre au conflit actuel. D'autant que les décideurs occidentaux, dont Trump lui-même, ont souvent tendance aujourd'hui à définir leur succès au minima. Ainsi, l'Amérique pourrait-elle peut-être décrocher une réduction des attaques maritimes iraniennes, une réouverture partielle pour certains pétroliers autorisés par Téhéran, une sorte de formule moyenne qui ferait baisser les prix de l'or noir ou même qui permettrait la reprise des pourparlers sur tous les dossiers en litige, laquelle serait interprétée de part et d'autre comme une victoire. Voilà pourquoi Washington devra prendre garde à ne pas accepter la continuité du régime iranien actuel qui serait dissimulé par l'émergence d'un négociateur iranien plus soft et plus convenable, lequel serait marketé dans les médias comme une alternative stabilisatrice. Mais ce blabla diplomatico-médiatique ne répondrait en aucune manière à la seule question de fond qui importe. L'Iran pourra-t-il ou non imposer, dès qu'il le voudra, à l'avenir, une interruption sélective du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz? Et si la réponse à cette question est oui, ce problème stratégique de fond risque fort de ne pas être du tout résolu. Et donc la solution qualifiable de victoire pour Trump ne sera pas le maintien du régime sous sa forme actuelle, même adouci. Il faudra que tout l'appareil iranien de répression soit neutralisé, que les leviers perpétuant l'oppression du peuple iranien soient brisés et que les Iraniens puissent enfin prendre le contrôle de leur propre gouvernement. Car si Trump acceptait la reprise du trafic d'Ormuz en laissant à Téhéran une chance qu'il s'en serve pour de nouveaux chantages, il n'aura en rien résolu cette crise, il n'aura fait que susciter la prochaine. Tout cela est d'autant plus évident vu d'Israël, car même après avoir été beaucoup affaibli au plan militaire, nucléaire et balistique, comme aussi au niveau de son leadership par la quarantaine de jours de bombardements intensifs durant l'opération Rugissement du Lion, menée en commun par Tsahal et l'US Army, le régime iranien est de facto toujours en place avec ses 450 kilos d'uranium enrichi enfouis sous terre, permettant la fabrication d'une douzaine d'armes atomiques, avec encore suffisamment de missiles et de drones pour menacer toute la région, et avec toujours ses proxies aux ordres de Téhéran qu'il a armés durant des décennies, dont le Hezbollah au Liban, les
les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, le Hamas et le djihad islamique à Gaza. Or, si le cessez-le-feu actuel ne débouche pas sur un accord valable avec l'Iran, il est possible, comme le souhaite une majorité d'Israéliens, malgré tous les dangers que cela représenterait, que la guerre reprenne contre l'Iran, avec cette fois pour but de détruire les principales infrastructures pétrolières et électriques de ce pays pour déstabiliser plus totalement ce régime qui se trouve dans les mains ensanglantées des gardes de la révolution islamique. Car si les États-Unis commettaient l'erreur de laisser cette dictature en place, il appartiendra tôt ou tard à Israël de devoir mener cette guerre jusqu'au bout afin de préserver son existence même. En fait, ne s'agit-il pas ici de quelque chose de bien plus grand et bien plus décisif que la préservation des intérêts économiques ou même géopolitiques de notre principal allié que sont les États-Unis d'Amérique? Et ne pourrait-on pas penser en effet que cette guerre à parachever contre le régime totalitaire iranien serait en fait ce que la Torah et les sages d'Israël ont appelé depuis longtemps la guerre contre Amalek, cette force obscure qui se voue à la destruction totale du peuple hébreu? Une guerre que seul Israël doit et peut mener jusqu'au bout. Nous sommes en ligne avec Sarah Belansky. Sarah, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychothérapeute et avec vous, je voudrais que l'on aborde un sujet qui a malheureusement ressurgi au cours des derniers jours avec la mort de plusieurs adolescents à Petah Tikva, à Be'er Sheva et même essentiellement des adolescents de la communauté des originaires d'Éthiopie, des jeunes adolescents qui ont été tués par d'autres jeunes adolescents israéliens, ce qui laisse penser qu'il y a un climat, on va dire, de violence qui s'installe dans la jeunesse israélienne et qui peut légitimement nous poser la question, est-ce que ce climat de violence, il est l'une des conséquences de 2 années et demie de guerre, on va dire les effets collatéraux de 2 années et demie de guerre dans la société israélienne? C'est votre impression, Sarah? C'est pas moi mon impression, mais en tout cas, oui, de ce qu'on a pu remarquer, les associations, les organisations pour les jeunes adolescents, c'est ce qu'ils ont remarqué, une augmentation des violences de la part des adolescents. Il y a aussi plusieurs facteurs qui vont jouer. Il y a aussi une augmentation des drogues chez les adolescents depuis la guerre, depuis 2023. Aussi les parents qui sont dépassés, le fait que parfois des enfants pendant des semaines ne vont pas avoir école. Donc il y a plusieurs facteurs qui se rajoutent depuis 2023 et ils ont vraiment remarqué, je crois que ça j'ai pas envie de me tromper dans les chiffres, mais je crois que ça a augmenté, mais depuis 2023 x 3, c'est assez impressionnant. Les chiffres ils sont quand même impressionnants, donc c'est pas du tout un cas isolé ce qui s'est passé dernièrement, hein. Je veux dire, ça montre juste que ce qui est en train de se passer derrière dans tout le pays. Alors c'est intéressant parce que ça touche les adolescents et apparemment beaucoup plus que les adultes, hein, parce que normal. Pourquoi c'est normal? Alors, c'est parce que en fait les adolescents ils ont une capacité plus facile à passer à l'acte. Ils supportent très vite moins la frustration. Ils ont une difficulté à supporter la frustration. Et les adolescents, ils sont généralement en groupe. Et on sait que l'effet de groupe déresponsabilise l'acte individuel. C'est ce qui s'est passé à Petah Tikva. C'est que, en fait, finalement, chacun n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal vu qu'il y a l'effet de groupe. Et si on est seul à faire quelque chose de mal, on va se retourner sur nous, on va se dire c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Mais lorsqu'on est en groupe, on se dit non, on s'est disputé avec une autre personne. Enfin, on va très très vite déresponsabiliser ça. Donc c'est tout à fait normal que ce qu'on peut voir dans une société, les adolescents, ça va être bien plus en lumière, mais parce que ça fait partie aussi de leur développement. Et puis les adolescents ont plus de difficultés à gérer leurs émotions que les adultes. Même chez les adultes, c'est pas si simple. Oui. Est-ce qu'il y a une distinction chez les adolescents, on va dire, entre ceux qui sont issus de milieux relativement aisés ou ceux qui viennent de couches sociales plus défavorisées? Est-ce que les uns sont plus aptes, en tout cas plus à même à utiliser cette arme de la violence ou non? Alors déjà, il y a aussi l'endroit d'où vient cet adolescent, mais aussi
ses parents. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un cadre autour? Est-ce qu'il y a des personnes qui lui mettent des limites, qui l'empêchent qui lui donnent des horaires pour rentrer chez lui? Donc ça, parfois, c'est pas spécialement lié, à d'où vient ce quartier. Ça devient aussi les parents, mais aussi la fréquentation de l'enfant à l'extérieur. Mais aussi, on va retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis 2023, on se retrouve avec des parents qui sont dépassés par la situation, par la guerre, économiquement, et parfois qui ont moins de temps, et on peut totalement les comprendre, pour aider leur enfant. S'ils voient un adolescent, justement leur adolescent, qui est toujours dehors et ils n'arrivent pas du tout à le maîtriser, ils vont être très vite dépassés, et peut-être ils vont aussi avoir tendance beaucoup à dédramatiser. Moi, je vois beaucoup des parents qui dédramatisent en disant c'est l'adolescence, c'est pas très grave. Mais après, je peux les comprendre, ils sont tellement préoccupés par d'autres choses aussi, qui sont aussi importants, que parfois, c'est surtout aussi le contexte familial qui va jouer beaucoup là-dedans. Parce que je me souviens d'un cas, il y a un cas célèbre dans la réalité israélienne de l'assassinat d'un chauffeur de taxi qui s'appelait, si je ne m'abuse, Derek Roth, à Herzliya, il y a une vingtaine d'années, peut-être même plus que cela, par deux jeunes qui étaient des jeunes adolescents, mais qui étaient des jeunes adolescents issus de milieux particulièrement aisés et qui avaient particulièrement choqué la société israélienne. Là, on est dans ce cas de figure ou pas ? Peut-être, je connais pas très bien cette histoire, mais en tout cas, comme je vous ai dit, c'est surtout les limites. Où sont les parents? Oui. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'ils remarquent la violence de leur enfant? Encore une fois, un adolescent, ça arrive qu'il soit violent. Est-ce qu'ils font quelque chose? Est-ce qu'ils mettent des limites? Est-ce qu'ils s'investissent? Sans encore une fois être dans le jugement. Il y a des parents qui n'arrivent plus à s'investir parce qu'il y a aussi un contexte qui empêche les parents de s'investir totalement dans l'éducation de leur enfant. Alors, je veux revenir sur les adultes parce que de la même manière qu'on parle aujourd'hui des enfants, on constate que les adultes, eux, d'une certaine manière, alors que l'armée et la société israélienne est une société extrêmement, on va dire, armée, hein, il y a des centaines de milliers d'armes dans la population civile, eh bien, on n'assiste pas à ce genre de phénomènes qui sont relativement fréquents, malheureusement, aux États-Unis, où des gens, on va dire peut-être des psychopathes, ou en tout cas des gens qui ne sont pas tout à fait sains d'esprit, qui ouvrent le feu dans des écoles ou dans des centres commerciaux. On n'assiste pas à ce phénomène, alors que pourtant il y a des milliers et des milliers malheureusement de soldats qui reviennent du front traumatisés. Comment on explique ce paradoxe ? Vous le dites vous-même, c'est parce que c'est des soldats, c'est-à-dire que en fait il y a un contexte, c'est que à 18 ans, tous les hommes et les femmes font l'armée. Et en fait, l'armée restructure une personne. Parfois, il y a des personnes qui arrivent, qui sont justement violentes, mais l'armée va pouvoir les aider. On sait que l'armée aide énormément, même sauve beaucoup de jeunes. Aux États-Unis, n'importe qui peut acheter une arme. C'est pour ça qu'on est aussi dans un effet comme ça, où d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans son école et puis qui ouvre le feu. N'importe qui peut avoir l'arme. Donc, en Israël, ça marche pas du tout comme ça. Si vous avez l'arme, si vous avez une arme, c'est parce que l'armée considère que vous êtes apte psychologiquement à l'avoir, cette arme-là. Et puis, on cadre, on vous apprend à tirer, on vous apprend les règles, on vous apprend à justement comment le moins possible ne pas faire d'erreur, de tirer sur des civils, parce que des fois ça peut arriver, où quelqu'un veut attaquer le terroriste, mais il tue le civil sans faire exprès, ça arrive, hélas, mais comme il est formé à l'armée, c'est différent, il y a vraiment moins d'accidents. Donc c'est ça aussi la différence, c'est qu'à un moment, à l'âge de 18 ans, tout le monde passe par l'armée, et il y a un vrai cadre et qui est vraiment là, ce qu'il n'y a pas du tout aux États-Unis. C'est une catastrophe aux États-Unis. N'importe qui peut acheter une arme aux États-Unis. On le comprend bien. Est-ce qu'il y a des moyens de limiter ce phénomène aujourd'hui ? La violence chez les adolescents ? Oui. Oui, il y a vraiment plusieurs moyens. Déjà, je pense qu'il faut vraiment recadrer, créer un nouveau programme par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'il y a des programmes d'aide pour les adolescents, mais je ne pense pas qu'on a renouvelé ces programmes depuis la guerre. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un autre type d'adolescent, et puis surtout avec les réseaux sociaux où il y a finalement une facilité à voir en vidéo la violence. Donc, il y a une banalisation totale de la violence, c'est vraiment une catastrophe. Donc, il y a plusieurs solutions. Déjà, créer des ateliers
dans les écoles. C'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup, qui parle justement des ateliers qui aident les adolescents à mieux gérer leurs émotions, des ateliers qui dénoncent la violence, qui dénoncent même le harcèlement scolaire, qui est une vraie catastrophe partout en Europe et même en Israël. Donc déjà, créer ces ateliers-là et puis aussi aider les parents. C'est-à-dire que créer une meilleure connexion entre l'école et les parents, parce que vous avez encore une fois des parents qui sont dépassés par la situation, les aider, ne pas les juger, ne pas les faire culpabiliser, mais leur montrer qu'on est là, que ça soit des associations, que ça soit des psychologues, que ça soit les écoles, créer un lien meilleur avec les parents qui se sentent très vite isolés. Et puis parfois les parents, encore une fois, où ils sont dans le déni de ce qui se passe chez leur adolescent, et donc ils dédramatisent ça en disant c'est l'adolescence, c'est pas grave, ou lorsqu'on parle de votre enfant, vous avez l'impression d'être jugé. Vous avez l'impression qu'on vous dit vous avez mal éduqué votre enfant, donc vous allez avoir aussi des parents. Moi, j'ai ça aussi en thérapie, des parents qui s'isolent, qui veulent rien entendre, qui culpabilisent, donc qui veulent pas entendre ce qu'on a à leur dire, alors que justement on montre du doigt, on leur montre que leur adolescent il y a un problème et que justement il y a un risque qui passe à l'action à un moment ou un autre. Eh bien, on le comprend bien. Il s'agit véritablement d'un problème et on peut espérer peut-être que justement, si la guerre se termine, si la tension baisse sur les champs de bataille d'une certaine manière, eh bien cela aura un effet, à mon avis, direct sur cette jeunesse israélienne qui vit dans un contexte, il faut bien l'avouer, assez complexe et bien entendu un contexte de tension. Merci beaucoup, Sarah Belansky, de nous avoir éclairé sur ce dossier douloureux. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.